Bienvenue sur cette deuxième table ronde qui va parler bien évidemment de géothermie, qui est une énergie à impact immédiat. Et nous avons pour parler de ces sujets Timothée Dupeigne qui travaille chez BRGM. Au BRGM, c'est ça. Donc Timothée Dupeigne, je suis hydrogéologue régional au BRGM. Le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière, c'est-à-dire le service géologique national. Donc c'est le service public qui s'occupe de tout ce qui est ressources du sous-sol. Nathalie Garin-Chéreau, qui est chez Bouygues Immobilier, chez Urbanea. Donc, je suis directrice de projet chez Urbanera Bouygues Immobilier, Urbanera étant l'opérateur qui fait les quartiers, qui travaille à l'échelle du quartier chez Bouygues Immobilier. Et je viens, moi, de l'aménagement public auparavant. Donc, effectivement, j'ai plutôt une dimension aménagement et avec une vision projet urbain à grande échelle. Nathalie Bardin. Bonjour à toutes, moi je pilote la RSE et l'innovation pour un groupe qui s'appelle Altarea et qui fait du bureau, du logement, des centres commerciaux et des quartiers mixtes. Et Benoît Ricard. Bonjour, moi je suis cofondateur et directeur général de la société Énergie, qui est une société de conseil et d'ingénierie spécialisée en stratégie énergétique, avec une expertise sur les réseaux urbains, avec une expertise sur le patrimoine existant ou dans le cadre de conception d'opérations neuves ou de réhabilitation. Et puis on est très fan du crash test énergétique, on en reparlera peut-être. Je voulais remercier Cindy et Laetitia qui nous donnent l'occasion de parler de géothermie. Je ne suis ni architecte, ni ingénieur, ni sachante, juste un peu d'intuition. Quand au sein de l'IFPEB, j'ai vu une présentation de Celsius Énergie, je me suis dit qu'effectivement, pour décarboner les activités énergétiques de notre patrimoine haussmannien parisien, il y avait peut-être une source d'énergie à creuser, c'est le cas de le dire, et qu'on pouvait regarder ces sujets-là, puisque le patrimoine parisien haussmannien de Groupama Immobilier, c'est un patrimoine un peu low-tech quand même, et que cette nouvelle source d'énergie permettrait effectivement de pouvoir irriguer un peu de chaleur ou un peu de fraîcheur dans ces bâtiments qu'il faut respecter pour les transmettre. Donc pour techniquement aborder ce sujet, nous avons demandé à Timothée de nous présenter effectivement ce qui était la géothermie techniquement. Alors du coup, j'ai préparé quelques slides. On a hésité à faire des slides, mais on se disait que c'était un peu plus visuel parce que le sous-sol, en général, les gens qui n'y ont pas, qui travaillent pas dans les métiers du sous-sol, ne savent pas très bien comment ça fonctionne. Donc, quelques généralités. La Terre, c'est une grosse boule de magma avec de 6300 km de rayon, avec à la surface entre 8 et 60 km de croûte solide. Et donc 99% de la masse de la Terre est à plus de 1000 degrés. Donc on a un réservoir de chaleur absolument considérable sous les pieds. C'est la géothermie qui rassemble toutes les technologies qui utilisent cette chaleur. Et donc il y a plusieurs manières de l'utiliser. En contexte magmatique, on a du magma juste sous les pieds, donc on est capable de récupérer de l'eau à 300 degrés et en faire de l'électricité. À Paris, on n'a pas de magma, enfin à Paris et en France de manière globale, sauf dans les Drom. On n'a pas de magma, mais du coup, on peut avoir accès profondément à une chaleur, par exemple à Paris, de l'ordre de 80 degrés à 2000 mètres. Donc ça permet de faire des réseaux de chaleur et d'alimenter des quartiers entiers. Et aujourd'hui, on est plus là pour parler de géothermie de surface. Quand on parle de géothermie de surface, c'est récupérer des calories ou des frigories, on en reparlera, entre 0 et 200 mètres de profondeur. La géothermie de surface, c'est en gros dans les 200 premiers mètres. Donc dans les 200 premiers mètres, dans les quelques dizaines de premiers mètres, on a les variations de température qui fluctuent en fonction des températures extérieures. Mais quand on atteint 10 à plusieurs dizaines de mètres, les températures du sous-sol sont stables. Elles sont de l'ordre de 15 degrés. Donc on a une source de température qui est stable toute l'année, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, et c'est idéal pour mettre en place des pompes à chaleur, et ce qui nous permet de produire du chaud et du froid. Donc il y a plein de technologies qui existent pour utiliser ça dans la géothermie de surface. En voici quelques-unes. On a majoritairement les sondes, c'est ce que fait Celsius par exemple, avec quelques adaptations. Mais il y a les sondes donc, qui permettent d'accéder directement à la température du sous-sol via ce qu'on appelle des boucles fermées. On envoie de l'eau qui change de température et on la récupère à une autre température. Et après, il y a tout ce qui est sur nappe. Donc on parlait tout à l'heure, Maud parlait des nappes. Qui étaient plus ou moins disponibles. Effectivement, il y a des conflits. Il peut y avoir des conflits d'intérêts en zone très dense comme ici, mais c'est quand même globalement rarement le cas.
Et donc il faut qu'il y ait une nappe disponible pour aller récupérer de l'eau qui est à 15 degrés et faire circuler cette eau dans une pompe à chaleur. Et oui, j'avais marqué aussi que les sondes sont faisables presque partout sur le territoire national. Et après, il y a d'autres types de géothermie de surface, donc très très faible profondeur, typiquement les puits canadiens qui existent depuis à peu près toujours, pour dire à quel point la technologie est mature. Et après, il y a des échangeurs horizontaux, il y a plein de possibilités, notamment tout ce qui est fondation équipée avec des échangeurs géothermiques ou alors des pieux de fondation équipés aussi. Donc la géothermie, c'est hyper intéressant parce qu'il y a un potentiel qui est extrêmement important. Donc on a fait une étude BRGM l'année dernière pour la métropole du Grand Paris qui montrait que 58% des besoins en chaud de la métropole du Grand Paris pourraient être apportés par la géothermie. Donc c'est considérable. C'est une énergie qui est locale, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller la chercher autre part, elle est là. C'est évidemment, donc c'est une source d'emploi locale. Elle est complètement indépendante de la volatilité des prix des énergies traditionnelles. Indépendante des variations climatiques, disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an, contrairement par exemple au photovoltaïque, avec des impacts très limités. Et donc je disais, maturité technique, en fait, concrètement, c'est un forage avec un frigo inversé, quoi. Donc globalement, c'est quand même assez simple comme technologie. Et le gros intérêt aussi, c'est que c'est réversible, puisqu'on peut faire du chaud et du froid. On fait du chaud en hiver, du froid en été, et c'est un atout hyper important vis-à-vis du réchauffement climatique, parce qu'on pense toujours chaud, mais rarement froid. Et après, on a aussi des possibilités de stockage. Donc ça, on n'en est plus aux phases pilotes, quoi. On est capable aujourd'hui, il y a d'énormes dispositifs qui ont été faits tout autour du monde pour stocker de la chaleur ou du froid et la récupérer à la saison d'après. Voilà, et ça, c'est une carte que j'ai sortie hier du site qui s'appelle géothermie.fr et qui vous montre toutes les installations de géothermie de surface en France. Donc il y en a 22 500 sur sonde et quasiment 6 000 sur nappe, pour dire que la ressource, elle est là et elle est déjà exploitée en fait. Beaucoup en Bretagne parce que, contrairement à ce qu'on croit, le granit, ça se fore facilement et du coup, en fait, ça se prête bien à faire des sondes. Voilà. Alors justement, techniquement, on voit que c'est assez simple, mais les meilleurs sites quand même pour aller chercher le potentiel géothermique, quels sont les territoires, à part donc la Bretagne ou le granit, où on peut effectivement aller chercher de la géothermie, et surtout quels sont les risques aujourd'hui qui l'empêchent? Alors aujourd'hui, concrètement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les sondes, on peut en faire partout sur le territoire. Il y a effectivement, faut se prémunir d'un certain nombre de risques. Les nappes, ce qui nous empêche de faire de la géothermie sur nappe partout sur le territoire, c'est surtout qu'il y ait des nappes, quoi. En fait, il faut bien qu'il y ait une nappe et qu'il ne soit pas trop profonde parce qu'un forage sur nappe, ça coûte plus cher qu'une sonde, par exemple. Après, en termes de risques, il y a plusieurs risques sur le territoire, mais dans ceux qui me viennent le plus rapidement en tête, parce qu'il y a du passif, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle les évaporites. Donc c'est le fait d'aller forer, de mettre de l'eau dans des terrains géologiques qui sont constitués de sel, et ça se dissout et ça peut créer des problèmes. C'est très rare, je tiens à le dire. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les argiles gonflantes. Donc c'est le fait, encore une fois, d'apporter de l'eau. C'est-à-dire si on a mal foré, on va mettre de l'eau dans des terrains argileux et les terrains vont se déformer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les systèmes de qualification des foreurs qui réalisent les ouvrages permettent de contrer ça. C'est-à-dire que normalement, un foreur qui fait bien son travail, un bureau d'études qui fait bien la maîtrise d'œuvre, il n'y a pas de problème. Même dans le cas de sécheresse avec la compression des argiles aujourd'hui? Ah bah oui, mais alors du coup ça c'est vraiment c'est déconnecté, quoi. C'est sûr que c'est quelque chose qui peut se produire, mais complètement indépendamment de la géothermie. D'accord, donc les territoires au sud sont peut-être plus exposés aux risques? Non, pas forcément. Non, pas forcément. En Ile-de-France, on est très touché aussi par les problèmes d'aléas retrait-gonflement des argiles. Donc c'est un problème qui est complètement, c'est vraiment le terrain géologique qui génère ce genre de problème-là, mais encore une fois, c'est complètement dépendant de la géothermie. Et du coup, quels sont les grands acteurs de ce secteur, à part Celsius Énergie? Et quels sont aujourd'hui, voilà, puisque c'est un territoire, on le voit, qui a déjà pas mal d'installations, comment se constituent les acteurs aujourd'hui? Quels sont les types d'entreprises? Alors pour justement Celsius, pour en avoir discuté un peu, ce qui est intéressant avec Celsius, c'est qu'ils ils absorbent toute la chaîne de traitement sur la géothermie, donc réflexion bâtiment jusqu'à la réalisation de l'installation elle-même.
Mais c'est vrai que traditionnellement, c'est le milieu de la géothermie, c'est une constellation de bureaux d'études et d'entreprises de forage, bureaux d'études thermiques, etc., qui se connaissent bien et qui sont fédérés par l'AFPG, l'Association des Françaises des professionnels de la géothermie, donc qui fédèrent leur action, permet la qualification, etc. Donc en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs sur le territoire, et si je devais diviser, il y a les foreurs, les bureaux d'études thermiques, les bureaux d'études sous-sol. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses complètes. Nathalie, est-ce que tu peux nous parler de ton opération effectivement sur Nanterre, cœur de ville ? Alors oui, je vais vous parler de l'opération Nanterre Cœur Université. On a déjà parlé un peu de Nanterre précédemment. Je pense que c'est un territoire effectivement qui est assez innovant parce qu'il y a un aménageur public qui est Paris La Défense et une mairie qui est assez volontaire en la matière. Donc Nanterre Cœur Université, c'est un projet qu'on a gagné, nous, Bouygues Immobilier Urbanera, en 2014. C'est un projet qui se développe en bout des terrasses au niveau de la gare Nanterre Cœur Université, Nanterre Université du coup, et qui vient faire un lien, on va dire, urbain. Premier enjeu, c'était un lien urbain en fait entre différents quartiers d'habitat social, l'université et cette nouvelle gare qui a été créée, le rattachement à tout le projet des terrasses qui a été développé sur Nanterre. Donc c'est avant tout un projet urbain, mais un projet mixte qui du coup effectivement se prêtait assez bien, un projet dense aussi. On réalise 75 000 m² de surface de plancher avec 27 000 m² de bureaux, 500 logements, des commerces, donc on est sur un programme qui est, je pense, assez typiquement intéressant pour développer des programmes de système de réseau de chaleur. En fait, on est sur un système de boucle de chaleur et on a fait sur ce projet un double smart grid. C'est un des premiers qui a été réalisé, du coup, à la fois avec un volet électrique et un volet boucle de chaleur, hein, que la mixité de programmes permet justement de faciliter et de rendre possible. Autre élément, c'est qu'on était effectivement aussi un opérateur unique. Bouygues réalise l'ensemble de l'opération, donc ça facilite aussi les choses sur un territoire sur lequel l'aménageur faisait un certain nombre de choses, mais du coup, on a travaillé avec les différentes entités de Bouygues, la partie bureau, la partie commerce et la partie logement, sous l'égide d'Urbanera, mais du coup, ça facilite les échanges, la façon de mettre en place un projet. C'est un projet du coup qu'on a gagné d'emblée avec cette ambition de mettre en place un volet énergétique, on va dire, innovant. Demandé par la collectivité, peut-être, par Nanterre d'abord ? Disons que c'était effectivement, à l'époque, il y avait vraiment une volonté de faire un quartier innovant et un éco-quartier. C'est clairement des demandes de Paris La Défense depuis très longtemps et de Nanterre, donc je pense que c'est souvent dans les cahiers des charges. Et Bouygues Immobilier est aussi un acteur qui, depuis beaucoup d'années, travaille sur ces questions d'innovation de manière générale et de manière spécifique sur des gros projets comme ça. Au niveau bureau, on est aussi depuis longtemps assez moteur sur les questions énergétiques. Quand on fait des green office, ce sont des bureaux passifs qu'on réalise depuis longtemps. Donc là, il y avait une demande claire et une volonté aussi de l'entreprise de réaliser sur ce quartier quelque part un condensé de différentes innovations. La principale, c'est la question énergétique, je vais développer ensuite, mais il y avait aussi tout un volet biodiversité. C'est un des premiers quartiers qui a été labellisé Biodiversité Ready. Il y a un travail aussi social qui a été fait, puisqu'on a fait une démarche artistique sur ce projet, à la fois dans la phase chantier, dans la phase réalisation finale, avec des œuvres qu'on a léguées sur le quartier. Il y a eu un travail aussi sur l'agriculture urbaine qui a été mis en place. Donc voilà, c'est un projet qui regroupait différentes volontés fortes, de faire un peu un démonstrateur de ce que pouvait être un éco-quartier, ce que pouvaient être les gares de demain et du coup de faire la démonstration que c'était possible dans un quartier dense d'avoir un certain nombre d'éléments qui permettaient justement d'avoir un positionnement environnemental positif et volontaire, on va dire. Alors, pour parler plus spécifiquement du volet géothermie dont on parle là, c'est vrai que c'est du coup, dès le concours, on a travaillé avec EDF Optimal Solutions, qui est devenu Dalca Smart Building, pardon. C'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Christophe Rodriguez quand j'ai repris le projet. Moi, j'ai pas du tout suivi le début du projet. Je suis arrivée même assez tardivement, puisque j'ai plutôt livré l'opération en 2020. Et donc, je vais un peu vous relater les éléments dont j'ai connaissance par rapport aux informations que j'ai pu recueillir. Mais du coup, dès le départ, il y avait cette volonté forte d'avoir cette ambition. Dès le départ, on avait un partenaire qui était associé au concours et qui, effectivement, a développé avec nous cette proposition. Je reviens un peu à ce qui a été dit précédemment et aussi dans la table ronde précédente. Je pense que la
la mixité. Et la mixité des énergies est un élément important dans la façon dont on a proposé le sujet. C'est-à-dire que la géothermie, c'est un élément important. Et on est effectivement, par rapport aux différentes solutions, sur une géothermie de sonde, parce que la nappe, justement, était déjà trop occupée. J'ai regardé un peu les documents, et effectivement, les études ont montré qu'elle était déjà un petit peu trop occupée. Donc on est resté sur une géothermie de sonde qui est aussi économiquement plus réaliste et qui... comme c'était un projet assez compact et qu'en plus on faisait un parking mutualisé, là aussi élément souvent qu'on a essayé de développer sur Nanterre, on avait du coup un ensemble foncier d'un seul tenant qui a permis de mettre en place justement cette géothermie de sonde avec une surface on va dire unitaire qui permettait, en l'occurrence on a mis à peu près 90 sondes sur 150 mètres de profondeur et qui est un élément important du système qui est mis en place. Mais on a aussi des panneaux photovoltaïques de 1500 mètres carrés. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, la partie photovoltaïque, comme la partie, on a aussi de la cogénération, on a aussi de l'aérothermie, on a de la PAC sur eau grise. Et la partie, il y a une partie qui en fait relève de ce qu'on fait nous habituellement dans le cadre de nos bureaux, c'est-à-dire que les bureaux qu'on réalise ont toujours, du coup, sont à énergie positive. Et du coup, ce qui a été intéressant, c'est de coupler à la fois des systèmes, on va dire, comme la géothermie propre au quartier, mais aussi des systèmes propres aux bâtiments de bureaux, dans un système intelligent, avec du coup ce double smart grid qui est à la fois électrique, donc les panneaux photovoltaïques alimentent en fait le système qui va faire fonctionner tout le système intelligent et tout le système de boucle en fait. Et ensuite, on a effectivement ce système de sonde qui permet d'avoir du chaud et du froid, puisqu'on a des bureaux et des commerces donc, qui ont besoin de chaud et de froid, des logements. Et donc, on est vraiment sur un système extrêmement vertueux, avec des compléments. On a une première tranche qui avait été faite, donc on avait du coup fait cette tranche, une PAC sur eau grise qui a été rattachée au système. Et donc c'est vraiment cet ensemble qui fait qu'aujourd'hui on est sur un système avec beaucoup d'ENR. On est globalement à l'échelle du quartier sur 40%. Et quand on prend uniquement l'eau chaude sanitaire et le chauffage, sur 60%. Donc c'est assez intéressant. Et moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai travaillé avant en tant qu'aménageur aussi, et c'est vrai que tous ces projets de géothermie ou de biomasse, de réseau de chaleur, c'est des projets sur lesquels il faut beaucoup se battre, qui ont quand même des caractéristiques qui sont nécessaires de réunir. Et je pense qu'une densité concentrée, une mixité sont vraiment des vecteurs extrêmement intéressants à développer dans ces cadres-là. Et je pense qu'on est dans un contexte aujourd'hui où toutes les questions énergétiques et tout le discours qui a été porté par beaucoup d'acteurs volontaires, de dire qu'on monte des projets qui économiquement ne sont pas simples, on en reparlera après. Aujourd'hui, tout ce qui a été dit avec jusqu'où l'envolée des matières, de tout ce qui est des énergies fossiles, en fait, je pense qu'on va vraiment le voir. Et tout ce discours de dire il faut pousser ces énergies va enfin trouver quelque part une réponse concrète pour que ça se développe de plus en plus. Et c'est ce que je souhaite en fait, parce que c'est vrai que pour l'instant, on le disait, mais ça se voyait peu. Et je pense que c'est intéressant, le contexte qu'on vit devrait être un moteur important pour pouvoir relancer toutes ces énergies. Et c'est vrai que la géothermie est intéressante parce qu'elle est locale. Et dans le cas du carbone, c'est important aussi d'avoir une énergie locale. Voilà. Alors, merci. Mais tu avais une autre question, oui, justement. C'était la problématique économique, puisque justement, entre tous ces acteurs, entre l'aménageur, entre le promoteur, entre les utilisateurs, forcément, à un moment donné, toutes ces innovations, elles ont un coût. Et forcément, quelqu'un doit les récupérer ou les rentabiliser pour, in fine, une utilisation peut-être plus économique. Comment vous avez procédé sur ce volet économique ? Effectivement, c'est tout ça a un coût. Là, je le dis, l'intérêt, c'est qu'on était sur un opérateur unique qui maîtrisait les différents aspects. Donc, on a la dimension bureau, on sait qu'elle permet de financer un certain nombre de choses plus importantes que quand on est uniquement sur du logement, et on a des équipes plus intéressantes. Donc, là-dessus, on va dire qu'il y a une répartition du coût de l'investissement qui a été fait par l'opérateur, par les promoteurs, puisqu'en fait, là, il y a chaque promoteur, quelque part, a porté un certain nombre de coûts, et le bureau en a porté pas mal quand même, parce que du coup, c'était des équipements qui, de toute façon, qu'il intègre généralement dans sa construction. Donc on va dire, et ça a été intégré dès le départ. Donc quelque part, le projet a été monté en ce sens. Alors je ne dis pas que c'est l'opération la plus rentable de Bouygues Immobilier, hein, je ne dirais pas comme ça, mais en tout cas c'est aussi une opération de démonstrateur. Mais globalement, on a réussi à trouver des équilibres et on n'a pas tant dégradé que ça les choses dans la réalisation du projet, avec une répartition entre les promoteurs, l'opérateur, et derrière effectivement un enjeu aussi important qui était quand on construit tout le montage, le montage, donc on a évoqué tout à l'heure des systèmes, on a effectivement créé une ASL
qui permet quelque part à la fois de mettre à disposition les locaux qui sont nécessaires pour le fonctionnement de tout le système de la boucle de chaleur. C'est l'ASL qui en est propriétaire, mais qui est aussi l'interlocuteur principal dans la gestion effectivement de cette boucle dans le temps. Donc ça, les outils juridiques sont effectivement importants. Et quand on a monté effectivement ce système, pour revenir aux questions économiques, donc il y a le volet économique des porteurs de projets, hein, les investisseurs, mais aussi des utilisateurs. Et c'est vrai qu'il y avait un enjeu dans la façon dont on met les projets. Et ça, là-dessus, on a été aussi aidé par des acteurs comme Énergie avec qui on a travaillé sur le sujet. C'est la contrainte conflit, notamment pour le logement. Je vais parler plus logement que je connais mieux que le bureau, mais le bureau était aussi un enjeu, c'est de se dire il ne faut pas que la facture, quand on met en place le système, dépasse ce que des gens paieraient avec du gaz. Donc c'est toujours le paramètre qu'on se fixe, et c'est ce qui détermine en fait l'équation entre l'investissement, les subventions qu'on peut avoir, parce que là il y a eu des subventions, et aussi derrière la durée des contrats, puisque là on est sur un contrat de 27 ans. Qui permet effectivement de trouver l'équilibre entre une facture qui est du coup raisonnable au moment où on met les choses en place, avec cette référence avec les énergies fossiles, mais qui, sur le principe, et on va voir comment les choses se passent dans les mois, années à venir, devrait du coup baisser, parce que justement elle est beaucoup moins attachée aux énergies fossiles, puisqu'on produit l'électricité qui est nécessaire pour alimenter le système, et on a ce système de géothermie qui permet effectivement de préchauffer l'eau utilisée pour les logements, rafraîchir l'eau pour la partie bureau et autres pour l'été, et donc qui est vertueux de ce point de vue-là. Donc le paramètre de permettre effectivement aux utilisateurs, et les bureaux c'est pareil, d'avoir effectivement une facture raisonnable et de l'améliorer dans le temps, c'est un enjeu important. Là c'est vrai que l'équilibre s'est trouvé, les subventions permettent aussi d'aider le système, il ne faut pas non plus le nier sur ce genre de choses, mais globalement c'est une opération qui a trouvé son équilibre par la densité, par les différents types de programmes qu'on avait, par les aides qu'on a pu obtenir et par la durée du contrat. Anecdote, c'est vrai que c'est un contrat de 27 ans, donc nous, on l'a imposé. À la fois, on a du coup, dans le système qui a été mis en place, c'est qu'en fait, il y a eu un protocole qui a été signé avec EDF Optimal Solutions dès 2016, donc on a gagné le concours en 2014. 2016, on signe des actes et en même temps, on signe ce protocole qui définit quelque part toute l'architecture de ce qui sera mis en place et le cadre financier et technique. Et parallèlement à ça, ensuite, il y a des contrats qui sont signés avec, on va dire, Dalkia du coup et chaque entité avant qu'elle n'existe, et ensuite après des contrats de distribution qui sont mis en place de manière assez classique. Tout ça étant encadré par le protocole de départ qui définit vraiment l'architecture économique et technique qui sera mise en place. Donc du coup, on est sur un système qui est complètement maîtrisé et qui permet effectivement d'avoir cette garantie avec les engagements à 27 ans. Donc sur les syndics, c'était inscrit dans tous nos actes. Et les bailleurs aussi. On a eu par exemple un bailleur qui à un moment donné, quand on a livré, nous a posé la question de se dire j'ai pas le droit de signer un contrat aussi important que ça, aussi long que ça. Alors on leur a rétorqué que globalement c'était dans tous ces actes et promesses de vente et que c'était le cadre de l'acquisition du logement. Mais c'est vrai que c'est un sujet juridique qui est toujours un peu border d'imposer des durées de contrat aussi longues que ça. On est quand même sur un système où il y a une forme de concurrence. Donc ces questions juridiques sont à étudier précisément pour éviter qu'il y ait des problèmes derrière effectivement de remise en question de contrat, puisque tout l'enjeu c'est que la durée du contrat permette d'amortir l'ensemble des investissements qui sont faits par l'opérateur derrière pour que ça puisse trouver son équilibre économique. Merci beaucoup pour toutes ces informations complètes. On va parler d'un autre projet de cœur, aussi pour cœur d'ici, à Issy-les-Moulineaux. On aime bien les cœurs. Voilà, je m'étais fait la réflexion, effectivement, on avait partagé ça, que quand il y a de la géothermie, on appelle ça une opération cœur de quelque chose, cœur de ville, cœur d'ici, cœur de Nanterre. Donc tu vas nous parler, Nathalie, de cette opération emblématique pour vous, effectivement, Ici, cœur de ville. Ici, cœur de ville, et de la stratégie justement que vous avez adoptée en tant que maître d'ouvrage dès l'opération, et notamment sur la géothermie. Alors, effectivement, on n'est pas très innovant dans les noms, mais c'est aussi lié au fait que c'est une opération qui n'est pas très loin d'ici, qui se trouve effectivement au cœur de ville d'Issy-les-Moulineaux, juste à côté de la mairie. Et c'est intéressant la genèse de cette opération, puisqu'en fait... c'est une opération qui, à l'origine, c'était l'ancien site de R&D de France Télécom. C'est là où le Minitel a été inventé pour l'anecdote. Et donc, vous imaginez, c'était un immeuble de 50 000 m2, complètement fermé, en cœur de ville.
Et le premier appel d'offres qui avait été fait par la ville et par André Santini avait une programmation qui était similaire en disant voilà, on va refaire du bureau. Et nous, on est arrivé, donc on est en 2015, premier appel d'offres, en disant on ne croit pas du tout à ce modèle-là. Et on pense qu'il faut faire un vrai quartier. Il faut faire une vraie réponse mixte en cœur de ville. Du coup, je pense que ça les a fait cheminer et ils se sont dit, bon, on refait un appel d'offres avec un nouveau cahier des charges et une mixité. Et donc là, on remporte l'appel d'offres en 2016 avec des convictions très fortes. Donc une conviction qui était sur l'hybridation, en disant voilà, on est en cœur de ville, il faut une vraie mixité. Donc c'est 40 000 m² de bureaux, 40 000 m² de logements, donc ça correspond à près de 700 logements, 17 000 m² de commerce en pied d'immeuble, un cinéma, des équipements publics, puisqu'on a école et crèche, et puis... donc ça, c'était une première conviction. La deuxième conviction, c'était que si on fait un quartier ouvert. On était en 2016, on ne parlait pas autant du carbone qu'aujourd'hui, mais il faut qu'on arrive à créer un îlot de fraîcheur. Et donc, on y a mis une forêt urbaine, en se disant, voilà, on crée une première réponse, elle est marginale, mais c'est quand même un puits de carbone, et puis ce sera agréable pour les habitants. Et puis la dernière conviction, c'était en termes d'énergie, en se disant on a une responsabilité, on fait une opération complètement mixte. Et donc dès le démarrage, on a fait cette étude pour mettre en place un système géothermique pour l'ensemble du quartier. Et donc aujourd'hui, on a développé un système géothermique qui va permettre de rafraîchir et chauffer 70% de tous ces équipements en énergie renouvelable, puisqu'on l'a dit, c'est une énergie qui est gratuite, c'est une énergie qui est pérenne, et c'est une énergie qui ne souffre pas des aléas climatiques. On a installé en fait, donc c'est un forage, donc c'est une géothermie superficielle. On n'a pas fait un forage profond, on est à 35 mètres. On a 4 thermo-frigo-pompes. Qui après sont reliés à des sous-stations. On a 18 sous-stations sous l'ensemble des bâtiments pour réduire la perte des calories par immeuble. Et du coup, on a un complément des 70%, 30% avec des pompes à chaleur ou de l'électricité pour absorber des pics de consommation, notamment quand il fait très froid. Et on a parlé de la question de l'impact facture. Nous, on a, dès le démarrage, il y a un mot qu'on n'a pas du tout utilisé ici, c'est le client. On parle beaucoup et c'est évident, des sols, de l'enjeu de préserver nos ressources et la réponse du bâtiment. Mais au final, nous, on est face à des clients aussi. Il y a des gens qui vont acheter ou investir dans des logements et des gens qui vont prendre à bail des commerces ou, comme sur ici, Cœur de Ville, la CNP qui a pris à bail les bureaux. Et donc nous, on est parti sur comme ce que tu expliquais, vraiment, on est parti sur une équation dès le démarrage en disant, si on avait fait ces logements, parce que c'était vraiment le sujet prioritaire, en RT 2012, ça coûterait combien en facture énergétique sur un appartement de 65 mètres carrés, 3 pièces, voilà. Donc en moyenne, c'est quand même, quand on est sur du neuf, on est quand même sur des appartements qui sont très performants et on arrive sur une facture en moyenne, alors pas sans anticiper la hausse du coût de l'énergie, mais à 700 euros par an. Donc on est parti de cette équation-là. Puis après, on a regardé l'investissement que nécessitait l'installation pour l'ensemble du quartier. Et donc, globalement, l'investissement était de 9 millions. Et pour rentrer dans nos coûts et pas faire supporter la facture énergétique et le surcoût de l'investissement par nos clients, nous, en fait, on a subventionné 3 millions
voilà, sur le bilan global de l'opération pour que voilà, ça ne soit pas supporté au final et que nos clients ne nous disent pas ben, ok super j'ai un appartement extrêmement vertueux alimenté en géothermie mais c'est moi qui paye le coût. Donc ça c'est un élément hyper important qu'il faut qu'on ait tous en tête. Je pense que nous on défend à fond évidemment ces solutions mais il faut qu'on ait bien la solution financière qu'on puisse porter. Alors effectivement, c'est sur des engagements à 25 ans avec Engie, voilà. Et donc c'est peut-être les deux points complémentaires que je voudrais rajouter, c'est que du coup, et ce que je vois ici me rassure, nous on a cette question de duplicabilité, parce qu'on est à la fois foncière, promoteur, investisseur, et donc on se dit, bah, ok, là on le fait sur une opération de 100 000 m², on peut absorber ces surcoûts-là, mais quid de l'opération de 100 logements, enfin des petites opérations. Et donc aujourd'hui, on n'a pas forcément le modèle économique pour dupliquer ça. Mais quand je vois ce qui a été fait ici et qu'on me dit que c'est 3000 m², je me dis, en tout cas, moi, ça me fait réfléchir en me disant, visiblement, on arrive à trouver la solution. Donc peut-être que ça va nous amener à revoir certains éléments. Et puis la deuxième chose que je trouve aussi intéressant dans ce type de solution, c'est que typiquement, donc nous, notre boucle géothermique, on pourrait dire qu'elle est complètement fermée. Là, on va faire une expérimentation avec la ville. Et donc c'est là où on voit le rôle des pouvoirs publics, villes et aménageurs, où on va pouvoir, sur 2 opérations existantes à proximité, donc on a une opération de 300 logements qui n'est pas nous, c'est pas Altarea, mais de logements sociaux et puis un centre administratif, on va pouvoir les raccorder. Alors ça nécessite un forage complémentaire, mais c'est rien par rapport à une installation ex nihilo. On va pouvoir les raccorder à l'ensemble de l'installation existante. Donc on se dit que on va vraiment pouvoir créer une boucle beaucoup plus globale. Donc là, on raccorde 2 nouvelles opérations qui n'étaient pas prévues. Et peut-être qu'on pourra élargir. Et donc, il y a aussi ça peut-être à avoir en tête, c'est que quand on est moteur sur une très grosse opération, peut-être qu'à terme, on peut compléter avec des raccordements géothermiques à des opérations qui n'étaient pas prévues dans le cadre de l'opération. Ça s'appelle être vraiment très sympa avec ses voisins. Ça s'appelle... Parce qu'on ne pique pas la ressource, mais au contraire, on lui donne accès. Ouais, ou ça s'appelle participer à l'effort collectif. Ouais. Aussi, parce que voilà, et donc je pense que ça a une vraie vertu. Et puis ça s'appelle aussi répondre à des attentes des pouvoirs publics qui eux aussi, ils ont leur propre trajectoire. Moi, je pense que c'est vertueux et que ça vaut la peine. Du coup, vous en faites un avantage compétitif dans vos réponses sur d'autres opérations. Vous avez d'autres expériences comme ça en France ou c'est la première? À cette échelle-là, c'est la première. Ouais, vraiment, c'est la première. Et après, c'est à chaque fois la réponse, elle est circonstanciée. On ne peut pas dire qu'on crée un produit systématique. Par contre, je pense que, évidemment, on parlait de démonstrateurs tout à l'heure. Ces démonstrateurs, ça nous permet d'apprendre et de se dire, qu'est-ce que je peux réutiliser sur telle opération dans une échelle différente. Donc, c'est une courbe d'apprentissage réelle. Et après, on prend des éléments d'une grosse opération sur une plus petite. Bon, ça veut dire que les collectivités locales aujourd'hui, moi, je trouverais que ce serait simple d'avoir un prérequis d'études sur la géothermie à chaque lancement de projet. Pour qu'on puisse effectivement répondre avec cette énergie. Benoît, je me tourne vers toi justement sur toujours le programme d'Issy les Moulineaux, Cœur d'Issy. Tu as travaillé sur ce projet. Est-ce que tu peux nous parler un peu mieux du modèle économique et justement sur l'énergie? Une petite slide peut-être pour montrer ça? Peut-être après, Laetitia. Le modèle économique, alors ça va apparaître un peu en petit, mais je vais vous le décrire. Ce qu'il faut comprendre, et l'idée que tu émets là de poser comme prérequis d'un projet auprès des collectivités une étude de faisabilité géothermique va peut-être faire son chemin. Je trouve que c'est intéressant. Nous, on est très fans de la géothermie pour les raisons qu'on a évoquées. Il faut bien comprendre qu'on parle de ressources gratuites et d'intérêt sur le niveau de consommation. Il y a ce qu'on trouve dans le sous-sol, ou ce qu'on peut trouver dans la mer. On intervient par exemple avec vous sur Marseille, en thalassothermie ou à Monaco. Ça, c'est gratuit.
et ce qui va être relayé ensuite grâce aux pompes à chaleur et aux thermofrigopompes qu'on a déjà indiqué, mais pour ceux qui ne sont pas forcément très à l'aise, c'est qu'on fait appel à la thermodynamique qui, pour 1 kWh consommé, en restitue 4. Donc vous voyez bien qu'en fait il y a un double effet dans l'aspect renouvelable et intéressant par voie de conséquence sur le plan consommation et ENR. Alors sur l'aspect économique et sur l'équilibre économique, quand on a vérifié la faisabilité et les ressources du sous-sol, il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique générale des acteurs, et il faut qu'on s'assure que l'aménageur et promoteur, d'une part, l'opérateur d'autre part. Alors l'aménageur promoteur, il est tenu par un bilan d'opération. L'opérateur, il va être tenu par lui un TRI. Et puis, on en a parlé, et pour nous, c'est essentiel, on l'a retrouvé avec vous deux, quid du client final. Et pour nous, la priorité, elle démarre là, c'est le client final ne doit pas payer de facture projetée, prévisionnelle à l'issue du projet, plus cher qu'une autre solution. Sinon, il y a un problème de commercialisation de l'opération en général. Moi, j'aime bien ça. Ça veut dire que l'aménageur, le promoteur, ils prennent leurs responsabilités. Et ça, c'est fondamental, la responsabilité et le courage. Oui, mais c'est à la fois fondamental et c'est notoire. Et on l'a vécu dans les deux cas, dans les deux sujets qui ont été évoqués avant. Ça permet de faire basculer une décision. Alors, très concrètement, vous avez à gauche les coûts d'une opération. Je vais peut-être le décrire à côté. D'abord, tout le pavé violet qui pèse évidemment lourd, qui correspond au CAPEX, à l'investissement total qu'il est nécessaire de consentir pour installer la géothermie en tant que telle, les sondes sèches ou les puits, faire les forages, etc. Ensuite, vous avez un petit pavé bleu ciel qui touche à l'exploitation du réseau pendant les 25, 27, 30 ans que va durer le contrat. Et puis enfin, un pavé bleu foncé qui prend beaucoup d'importance en ce moment, qui est la molécule. L'énergie, l'électricité nécessaire au fonctionnement de tout cet ensemble, puisque la géothermie, il faut bien qu'on aille chercher l'eau dans le sous-sol. Donc il faut des pompes, il faut des auxiliaires, il faut tout un tas de systèmes. Le client final, lui, il va avoir une facture décomposée en deux. Ce qu'on appelle dans le jargon le R1, c'est le prix de l'énergie. C'est sa molécule et qui aujourd'hui fait évidemment beaucoup débat puisqu'on voit bien la volatilité de l'énergie. Benjamin Fiquet parlait tout à l'heure d'une projection non plus en rampe de lancement mais en mur. C'est la molécule. Et puis ensuite, il y a un terme d'abonnement qui s'appelle R2 et qui est sous-divisé en plusieurs catégories. Ce n'est pas le lieu de rentrer dans le détail. Et cet abonnement, il va couvrir ce qu'il a fallu consentir ici en CAPEX initial et ce qui est nécessaire en dépenses pour faire fonctionner tout le système pendant la durée du contrat. Dans cet abonnement, il y a un petit bout qui est utilisé pour amortir le CAPEX, et ce petit bout, eh bien, en fait, c'est la résultante, on peut dire que c'est le CAPEX initial, moins les aides éventuelles obtenues notamment auprès de l'ADEME, moins la participation de l'aménageur et des promoteurs. Donc vous comprenez bien que si l'aménageur et le promoteur jouent le jeu, ça permet d'arriver à une résultante pour le client qui est acceptable. S'il ne joue pas le jeu, en fait on se fait plaisir puisque très rapidement on constatera que le coût pour l'utilisateur, preneur à bail en bureau ou collectivité pour les équipements publics ou acquéreur d'appartements n'est pas soutenable. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Et évidemment, il faut que l'opérateur comprenne le modèle de l'opérateur, qui lui résonne en TRI, et il faut être capable, ce qui est une partie de notre métier, de redécortiquer le modèle financier de l'opérateur pour vérifier que chacun trouve son équilibre de bonne foi. Alors du coup, ça c'est un modèle classique. Mais si dans le reste à financer et participation, on enlève justement le carbone évité, enfin on valorise le carbone évité, et qu'on donne un prix au carbone, alors sur un marché conventionnel ou non conventionnel, mais voilà, est-ce que justement ce ne serait pas une manière de considérer qu'il faut surinvestir sur cette énergie, mais au contraire, grâce au carbone évité, puisque avec la géothermie, on est à moins 90% de carbone
par rapport au gaz. Donc économiquement, effectivement, ça a un impact aujourd'hui, mais au niveau carbone, c'est bien plus puissant. Et c'est même exponentiel. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet ? On peut dire différentes choses. D'abord, il y a la notion, là je vois le visuel qui est à l'écran, il y a la notion de temps de retour carbone. C'est intéressant de mesurer une courbe d'émissions de carbone liée en fait à la consommation d'énergie d'un immeuble qui existe et qui vit, à une courbe, c'est le trait violet qui monte sur l'axe des ordonnées, où on engage du carbone pour réhabiliter ou pour construire un actif, et cet actif va ensuite consommer, émettre du carbone parce qu'il consomme de l'énergie. Il y a un croisement des deux courbes qu'on peut appeler le temps de retour carbone. Donc ça, c'est une réponse un peu mécanique, un peu scientifique. Mais la question que tu poses, Anne, c'est la question financière, à laquelle je suis moi bien incapable de répondre aujourd'hui, puisqu'on voit bien que on est sur un positionnement qui va être aussi très politique et pas que à l'échelle nationale. Ce dont je peux témoigner, c'est que les foncières, par exemple, principalement d'actifs de bureaux, intègrent maintenant, pour certaines, ce raisonnement carbone à travers deux prismes. Le premier, le cash flow. Est-ce qu'un immeuble qui a une émission de gaz à effet de serre équivalent à CO2 plus faible qu'un autre, à localisation, à usage comparable évidemment, peut présenter un niveau de loyer plus important? C'est des questions qu'on est amené à se poser. Et puis le deuxième paramètre, c'est le paramètre du taux de capitalisation. Ça, c'est des questions qu'on évoque avec les experts qui travaillent avec les foncières, et discussions pour lesquelles on intervient. Je pense que la réponse, elle est évidemment pas immédiate, mais en tout cas, ça chemine. On a des clients, nous, aujourd'hui, qui font tourner des modèles avec un prix à la tonne d'équivalent CO2. Enfin, c'est une réponse un peu de témoignage que je t'apporte. J'ai pas le... En fait, ça vient aussi de l'expérience du réemploi. Benjamin parlait tout à l'heure de réemploi. On sait qu'aujourd'hui, la RE 2020, justement, elle valorise le fait du réemploi, puisqu'elle le valorise à zéro carbone. Ce qui fait qu'on est sur du carbone évité quand on fait des opérations de réemploi de matériaux. Et bien là, on est avec la géothermie sur des kilowatts évités aussi, et donc on pourrait se tourner vers ce modèle économique, et en tout cas pousser à monter ce type de modèle économique. Oui, on peut le comparer de la façon suivante, c'est-à-dire que la montée, l'émission ici, liée à une opération, elle va être par exemple atténuée par du réemploi. Et ensuite, la courbe d'émission de carbone liée à la vie de l'actif va, elle, être très impactée par l'utilisation de l'énergie, du mix énergétique. Et là, évidemment, la solution de géothermie est fabuleuse pour ça. Bon, donc conclusion, la géothermie, c'est l'avenir et l'énergie de demain, en tout cas, ou d'aujourd'hui. On en est tous dès convaincus. Dès qu'on va trouver de l'énergie, je parlais de la mer, on a parlé de l'air, et là on parle du sous-sol, c'est de toute façon évidemment très intéressant. Ensuite, il faut avoir la possibilité de faire une matrice d'arbitrage décisionnel qui aide à bien éclairer les débats, faire preuve de courage, d'ambition, pour éventuellement consentir, dans le cadre des aménageurs et des promoteurs, un ticket d'investissement un peu plus que le prix d'une chaudière gaz, si on veut caricaturer. Donc là aussi, on est dans la transformation de nos métiers, la transformation de la conception de nos opérations, la transformation aussi de la réhabilitation et de la restructuration, puisque, encore une fois, même nous, sur du patrimoine parisien, nous étudions ces solutions-là. J'en ai raté une il n'y a pas longtemps dans le 8e, mais on se rattrape sur une nouvelle opération. Il y a aussi un autre immeuble, Place de la Bourse, où effectivement il y a tellement d'eau sous le bâtiment, ça n'est pas possible d'installer un système de géothermie. Donc on voit aussi qu'il y a une complexité due tout simplement aux critères intrinsèques du bâtiment et de sa situation. Mais en tout cas, ces solutions-là, qui sont low-tech, qui sont locales, qui rendent des bâtiments autonomes, et pour nous en tout cas, sont des solutions à promouvoir pour toutes nos opérations. Merci pour cet éclairage.